Alors, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce webinaire dédié à l'entreprise engagée. Et si je crée une entreprise engagée, on va être ensemble à peu près pendant 1 heure. Donc, on est 4 aujourd'hui là autour de vous, en tout cas en présentiel. On a aussi Anne-Marine qui est à distance à côté de Brest ou de Quimper. Elle précisera tout à l'heure où elle est. On a aussi Emmanuel Costala qui n'est pas avec nous aujourd'hui tout de suite, mais qui va arriver d'ici 10-15 minutes. Donc, vous allez avoir une 5e personne arriver autour de nous, entre Xavier et Mélanie, donc qui va nous rejoindre dans quelques instants. Avant de démarrer le webinaire, une petite pause technique pour vous présenter l'outil qui est, vous allez voir, assez simple. Vous avez en bas de votre écran, en bas à gauche, un petit logo en forme de point d'interrogation qui est tout simplement un peu le petit tuto pour vous aider si vous avez des problèmes de son, de connexion, ce genre de choses. Il n'y aura pas de médiation technique sur ce webinaire aujourd'hui. Ça veut dire que ni moi ni Anne-Marine, on va être capable d'assumer vos problèmes techniques. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est si vraiment vous rencontrez des grosses difficultés pour vous connecter ou poursuivre l'intégralité du webinaire, c'est tout simplement d'attendre la fin du webinaire parce qu'il va être enregistré et vous aurez accès bien évidemment au replay à la fin de l'heure. Donc à partir de 15h01, vous aurez accès à l'intégralité du replay de ce webinaire. Si vous voulez échanger avec nous, vous avez un petit onglet en bas à droite chat. Donc vous pouvez nous faire des petits coucous si vous avez envie. Là, c'est vraiment de l'échange assez libre. Allez-y si vous voulez vous dire bonjour ou pas, en sachant que personne ne voit vos noms, on voit que vos prénoms s'afficher. Donc, quand vous échangez, on voit, par exemple, que Pascal va nous écrire un petit mot, mais voilà, on ne voit pas les noms de famille des gens, donc c'est anonyme. Donc, allez-y, tout en restant bien évidemment courtois et bienveillant sur les échanges. Et concernant l'autre onglet qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui, c'est l'autre juste à côté qui s'appelle Questions, où en fait vous allez pouvoir nous poser des questions, en tout cas poser des questions à nos invités. Je vous invite, je ne sais pas s'il y a un volontaire, peut-être Pascal, si elle veut nous poser une question, parce que de mémoire, moi je crois que si j'essaie d'en poser une, ça ne va pas marcher. Il faudrait que quelqu'un pose une fausse question, ou une vraie question d'ailleurs, peu importe. Est-ce que Marine ou Martin, Maïté, qui sont déjà sur le chat, est-ce que vous voulez nous poser une question? C'est la partie juste à côté. Donc voilà, Anne-Marine qui s'est dévouée. Merci Anne-Marine. Donc Anne-Marine, je ne sais pas, quand vous allez sur la partie questions, qui est vraiment l'onglet juste à côté de l'onglet chat, il y a cette petite partie questions. Et du coup, ok, merci Pascal. Et vous avez une petite coche juste à côté de la question, là, en forme de triangle, et vous pouvez voter pour les questions. Donc n'hésitez pas à vous servir de ces petites coches pour voter, puisque nous, ça va nous permettre, avec Anne-Marine et moi, d'aller chercher les questions qui semblent être les plus importantes, en tout cas celles qui ont emporté le plus de voix. Donc, pas hésiter vraiment à aller voter pour les questions que vous avez repérées. Et puis, bien évidemment, de poser des questions à travers cet outil-là. La partie chat, si vous posez des questions dessus, on ne va pas avoir l'œil très, très affûté sur cette partie-là. Donc, peut-être qu'Anne-Marine, des fois, il ira de temps en temps vous dire ou vous répondre à vos questions ou vous dire plutôt d'aller la poser dans la partie questions. J'espère qu'en tout cas, sur la partie technique, j'espère que c'est bon pour vous. Je m'excuse, je rajoute juste un petit truc sur l'écran parce que c'est très écrasé de notre côté. On va voir si ça fonctionne mieux comme ça. Donc, je vous disais, on est ensemble pendant 1 heure pour parler d'entreprises engagées. Et si je crée une entreprise engagée, on a aujourd'hui, alors ils sont que 3 pour l'instant, mais ils seront 4 tout à l'heure. Donc, on a 2 chefs d'entreprise, Mélanie et Xavier, qui vont se présenter dans quelques instants. On a Gwen qui est ici là présent, qui représente une structure bancaire qui s'appelle la Nef, et pareil, qui va nous expliquer dans quelques instants qu'est-ce que c'est concrètement la Nef. Et puis, il y aura Emmanuel Costala qui est censé être là, qui va arriver dans quelques minutes, et qui est la référente régionale d'un réseau qui s'appelle Entrepreneurs pour la planète, et qui viendra un peu nous expliquer également ce que c'est sa structure, et puis bien évidemment de répondre à vos questions. Donc 1 heure pour répondre à vos questions, avec un replay à la fin pour celles et ceux qui auront eu un problème technique pour suivre l'intégralité du webinaire. Du coup, on va pouvoir démarrer assez tranquillement par un petit tour de table, peut-être juste pour visualiser. Je ne sais pas, Gwen, si tu veux nous dire un petit mot très rapide sur qui tu es et où tu travailles. Qui je suis. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Gwen Seyé, je suis ce qu'on appelle un banquier itinérant pour la Nef. Banquier itinérant, c'est le nom rigolo à la Nef qu'on a trouvé pour dire chargé de crédit professionnel. Mon rôle, c'est d'analyser les demandes de crédit des entreprises. Avec la spécificité, c'est que la Nef est une banque éthique, donc on s'adresse aux projets qui ont une plus-value sociale, environnementale ou culturelle, avec une ressource qui nous provient exclusivement de l'épargne citoyenne. Voilà, je pourrais rentrer un peu plus dans le détail, je fais concis.
Est-ce que Xavier, Mélanie, un des deux, les deux vont y passer. Ça marche. Je m'appelle Mélanie Nechachbi, je suis la créatrice de la marque Aldous, qui est une marque de vêtements éthiques et circulaires. Et voilà, tu veux que je fasse mon parcours aussi rapidement? Non, mais on va revenir. Peut-être Xavier en une phrase ou deux. Bien, bonjour tout le monde, je m'appelle Xavier Domange. J'ai créé l'entreprise Cœur et Canopée il y a 1 an et demi. Et ce que nous faisons, c'est créer des micro-forêts urbaines de façon participative. Donc, on vient planter avec les gens. Alors, sur les questions, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question. Nous, on en a listé plusieurs, donc on va réussir à poser plein de questions à nos invités. mais en tout cas, pas hésiter aussi de votre côté si vous avez des questions très précises ou très générales. En tout cas, voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question. Allez-y, c'est le moment de les poser. On est là pour répondre à vos interrogations. Et du coup, c'est peut-être des questions plutôt pour vous deux. C'est un peu comment vous en êtes arrivé à créer une entreprise. Quel a été le chemin pour vous? Je ne sais pas, peut-être Xavier. Ouais. Moi, je travaillais avant en grand groupe. Et puis, au cours d'une année sabbatique, j'ai fait pas mal d'activités que je lançais auprès d'entreprises. J'accompagnais des entreprises pendant des petites durées pour travailler avec elles. Donc, vraiment un peu comme un freelance, en fait. Et ça me plaisait beaucoup. Du coup, au retour de sabbatique, dans le grand groupe dans lequel je travaillais avant, j'ai commencé à avoir l'envie que mon travail soit le fruit de mes décisions. Et j'ai donc monté une activité sous couvert de la BGE qui permettait d'accompagner des entreprises en France cette fois-ci. Et puis au fur et à mesure, en fait, j'ai réalisé que j'avais envie d'être sur un projet qui était à moi et puis un projet qui était en équipe. Donc j'ai restreint mon activité à 2 projets, un en équipe et un qui était le mien. Celui qui était le mien, c'était celui sur la microforêt. Et puis j'ai eu l'occasion de créer une microforêt pendant le confinement et ça a été un petit peu le déclencheur. Je me suis dit tiens, mais je pourrais aussi en faire une activité professionnelle à temps plein. Donc j'ai monté la première forêt par financement participatif, ça a fonctionné. J'en ai monté une deuxième et puis c'est comme ça finalement que de fil en aiguille, aujourd'hui j'ai mon entreprise qui fait cette activité-là. Et toi, Mélanie? Comment j'en suis arrivée à créer Aldous? J'ai fini mes études il y a 3 ans maintenant, études dans la mode, et j'ai ensuite travaillé en atelier de fabrication pour des marques de luxe et ensuite dans une marque de luxe à Paris. C'est un milieu qui me plaît beaucoup, mais qui éthiquement a beaucoup de progrès à faire, et j'avais du mal à lier mes principes et mes valeurs écologiques à mon activité professionnelle. Je me projetais pas dans ce métier-là sur le long terme, mais je voulais quand même continuer de travailler dans la mode, donc j'ai décidé de créer une entreprise, une marque qui fait que je ne fais pas de compromis, autant au niveau social qu'au niveau de la fabrication des matières. Voilà. Donc j'avais envie de répondre à mon besoin personnel et ça a donné Aldous. Et quand vous êtes lancés tous les deux, qu'est-ce qui vous portait vraiment? C'était cette envie d'être indépendant ou vraiment ce côté aussi être en phase peut-être avec des valeurs, avec des choses qui vous tenaient vraiment à cœur? Qu'est-ce qui vous portait en premier? Est-ce que c'est un mélange des deux? Moi, c'était vraiment être en accord avec mes principes. Je ne me voyais pas me lever tous les jours pour aller faire un travail qui... Il y avait quelques trucs qui me titillaient où j'étais pas en accord avec tout. Donc, c'était vraiment pour ça, créer quelque chose qui fait que j'ai envie de mener ce projet à bien tous les jours. Et toi, Xavier, c'était... Moi, c'était l'envie d'apporter quelque chose qui correspondait à mes valeurs. Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps et quelques nuits blanches pour arriver à trouver quelle serait cette activité. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré cette méthode de plantation qu'on applique aujourd'hui, ça a un petit peu résonné. Ça rejoignait beaucoup d'éléments de mon parcours qui me plaisaient, donc ça faisait du sens pour moi. Et je me suis dit, OK, c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. Et puis, j'ai fait ensuite des petites marches, donc le financement participatif dont je parlais, puis une deuxième forêt, mais ça a été progressif, on va dire. Et du coup, est-ce que vous auriez pu imaginer créer quelque chose qui n'a rien à voir avec l'activité que vous avez, mais qui était aussi, plutôt, en tout cas, avec autant de sens que ça en a aujourd'hui? Je ne sais pas si ma question elle est claire, mais est-ce que l'objet, là, aujourd'hui, toi, Xavier, entre guillemets, je résume simplement, tu plantes des forêts, toi, Mélanie, tu fabriques et tu conçois des vêtements. Mais est-ce que ça aurait pu être autre chose? Est-ce que c'est vraiment ces valeurs qui vous portaient c'est vraiment la jonction des deux? De mon côté, ça a été vraiment la rencontre de quelque chose qui avait du sens, indépendamment de moi et de mon parcours. J'étais comme moi, ça matche bien. Et puis, on plante des forêts, mais aussi nous, on crée des expériences d'enthousiasme. C'est très important. Du coup, ça avait vraiment ces 2 dimensions-là. Et je pense que ça aurait pu être autre chose que des forêts, mais ça aurait toujours été autour de l'enthousiasme.
Et toi, Gwen, tu en vois beaucoup comme ça, des personnes qui arrivent, qui ont surtout cette quête de sens quelque part dans leur projet avant d'avoir un projet bien identifié ou Je vois que ça, presque. que ça? Ouais, non, énormément, énormément. Nous, effectivement, on ne finance que des projets engagés et les personnes, souvent, c'est la quête de sens avec un parcours un peu comme le tien, une carrière un peu riche, comme le tien aussi, pardon. C'est pas grave. Une carrière riche dans des univers plus classiques, un manque de sens et du coup voilà la recherche de faire cohabiter ma qualité professionnelle avec mon engagement. Aujourd'hui, c'est une grosse part des profils qu'on reçoit. On a appelé aujourd'hui le webinaire Si je crée une entreprise engagée. Est-ce que l'un de vous trois a envie de se lancer et nous donne un peu une définition de c'est quoi une entreprise engagée? Moi, Il y a un volontaire ou... Si tu veux, je peux commencer par quelque chose d'assez cartésien, parce que nous, on l'a écrit dans notre politique risque de crédit à la nef. Et je l'ai noté, je l'ai lu avant, comme ça peut permettre d'en débattre. En tout cas, celle que nous, on définit à la nef, c'est une entreprise qui adopte un comportement vertueux en direction de l'ensemble de ses parties prenantes à travers une responsabilité sociétale, donc qui peut être de la répartition équitable de la valeur, une attention particulière à son impact environnemental et toujours avoir une démarche d'amélioration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être parfait à la création, parfois. Et donc, l'idée, c'est de toujours se remettre en question pour pouvoir s'améliorer. Alors, on a Emmanuel Costala qui nous rejoint. Donc, avec un peu de retard, Bonjour à tous, désolé. Donc, on était en train d'expliquer, en tout cas, Gwen, nous donner la définition de ce que c'est une entreprise engagée. Donc, tu ne l'as pas entendu. On va voir si tu as la même. Alors là, ça va pas l'arriver. On te prend un peu. Alors, juste pour les gens présents, donc Emmanuel Costala, tu peux peut-être te présenter, peut-être rapidement. Bonjour, moi je suis la directrice régionale de l'association d'intérêt général Entrepreneurs pour la planète. Nous, on a la mission d'œuvrer pour la transition écologique des entreprises sur le territoire et de deux manières, soit de mettre en avant et de répertorier de nombreux porteurs de projets à impact, dont Xavier fait partie, sur le territoire, et de l'autre côté, d'accompagner des entrepreneurs traditionnels à transitionner leur modèle. Donc, la question de l'entreprise engagée, RSE, impact, c'est au cœur des sujets. Alors, si je devais, moi, dire ce que je pense qu'être une entreprise engagée, c'est déjà d'avoir dans sa raison d'être, enfin, dans son... en tout cas, le cœur de pourquoi il entreprend et pourquoi il crée cette entreprise, l'envie d'avoir une mission sociétale forte, sociale ou environnementale. En tout cas, c'est vraiment de porter ces sujets. Après, il y a différentes manières de le faire, il y a de différentes manières poussées, mais déjà, une entreprise engagée, c'est celle qui a l'intention, l'envie et la mission de porter ces sujets-là. On avait une question de Ronan qui nous demandait... alors, la question, c'est quel est le budget de départ? Et puis, il y avait une deuxième question dans sa question, c'était avec ou sans réseau. Donc, je vais la reformuler un petit peu, mais en gros, est-ce que ça coûte plus cher de démarrer une activité, une entreprise engagée? Ou est-ce que cette notion de budget au démarrage, c'est une fausse question? En tout cas, ce n'est pas une question primordiale. Et est-ce que ça peut le devenir une fois qu'on a démarré? Alors, je regarde Gwen, parce que c'est un peu notre banquier aujourd'hui autour de la table. Mais peut-être que les autres voudront répondre. Ta reformulation sur le fait que est-ce que ça coûte plus cher, je dirais que non. Pour avoir été dans l'accompagnement plus classique, on a des problématiques similaires à créer une entreprise ou créer une entreprise engagée en termes de mise de départ. Pour moi, l'engagement n'est pas un sujet sur le plan de financement. Est-ce que vous avez posé la question, vous tous les deux, Xavier et Mélanie, sur de dire bah, tiens, je vais dans une activité qui est un peu en dehors des sentiers battus, en tout cas classique. Est-ce que ça va me coûter plus cher que si je faisais quelque chose de plus classique? Est-ce que vous êtes posé la question ou ça n'a même pas été une question au démarrage? Moi, je dirais pas. Au départ, c'est pas vraiment une question parce qu'il faut lancer le projet avant de se poser une question de financement, je trouve. Enfin, quand on a de quoi faire sur place au départ, j'avais pas forcément la machine adaptée, j'avais pas forcément les tissus qu'il fallait, mais on fait avec ce qu'on a au début au moins pour concrétiser l'idée et avoir des protos à montrer et même que pour soi, il y ait quelque chose de tangible. Donc après, la question du budget vient ensuite quand on veut vraiment développer l'entreprise, mais pour la création de l'entreprise, pour moi, ça n'était pas un frein. Et toi, Xavier? Je suis d'accord avec Mélanie. Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle entreprise engagée. Aujourd'hui, ça a vraiment une connotation donc, écologique, sociale. Mais je pense que quand on entreprend, on est toujours engagé dans son projet. Et pour le coup, pour être engagé, là, ça rejoint Mélanie,
il faut être allé au-delà de l'idée. Et au niveau de l'idée, le budget n'est pas une question. C'est se dire, voilà, j'ai une idée qui me plaît. Pour donner corps à cette idée, il faut que soit je fasse un proto, soit que j'en parle, soit que je trouve une communauté autour de mon projet. Et donc, à ce stade-là, à nouveau, je suis d'accord avec Mélanie, le budget n'est pas vraiment une question. Par contre, au moment où l'idée trouve un écho en soi déjà, puis autour de quelques personnes, là, on va établir, voilà, comment est-ce que je développe cette idée? Et là, se pose la question de, est-ce qu'on en parlait tout à l'heure, est-ce que je passe par une association? Est-ce que je passe par un véhicule d'entreprise? Est-ce que je demande du financement? Est-ce que j'ai des ressources? Mais c'est secondaire. Je pense que dans le fait d'être engagé, c'est vraiment d'abord que l'idée trouve un écho en soi. Est-ce qu'on n'est pas aussi sur des modèles économiques un peu différents, du coup, avec des marchés qui sont peut-être pas aussi matures que ça aujourd'hui? On voit bien qu'il y a plein d'initiatives et je pense qu'Emmanuel et Gwen, vous avez une vision assez large de tous les projets qui arrivent aujourd'hui en Bretagne et même ailleurs. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas sur des nouvelles approches de modèles économiques qu'on ne connaît pas, du coup, qui nécessitent peut-être aussi des leviers bancaires un peu plus forts que… Je fais souvent le rapprochement avec l'innovation. Les projets innovants, ils sont souvent sur des marchés qui n'existent pas ou qui n'existent pas encore. Et du coup, qui nécessite pas forcément un investissement de départ plus élevé, mais en tout cas une phase de décollage peut-être plus lente qu'une activité traditionnelle où le marché est connu et bien établi. Je peux du coup répondre. Alors, je vais peut-être pas aller sur la phase d'accélération ou de financement. Je pense qu'au démarrage, je valide ce que vous dites sur le financement. Par contre, j'ai quasiment un retour de tous les porteurs de projets impact. C'est pas tant parce que c'est plus long à démarrer que le financement est là, mais plus parce que des fois, ils sont pas compris. Parce que leurs interlocuteurs demain, quand ils vont aller chercher en phase d'amorçage, des banques, des experts comptables, en fait, nous, ce qu'ils retrouvent dans la communauté, c'est de dire, mais en fait, on échange ensemble parce que entreprendre, c'est compliqué, mais entreprendre dans l'impact ou dans l'engagement, c'est encore plus compliqué parce qu'en fait, les gens ne nous comprennent pas. Donc, en fait, ils ne nous valident pas nos projets parce qu'ils n'y croient pas vraiment ou qu'ils ne comprennent pas. Voilà. C'est en ça où, sans doute, que c'est plus long. Oui, c'est sûr. Oui, je confirme. Ouais. Et puis, c'est ce que Xavier disait, ton modèle doit faire écho. Dans l'engagement, effectivement, c'est plus ça qui est parfois difficile à vendre à des banquiers classiques ou des financeurs classiques. C'est mon modèle en quoi vous pouvez lui faire confiance. La confiance dans les modèles très classiques, elle est entérinée sur beaucoup de choses. Dans les modèles innovants, elle est plus difficile. Et c'est plus, effectivement, je te rejoins complètement. C'était un peu la question de Maïté là, qui nous demandait… est-ce que je voulais la faire remonter, justement, Mathieu. Maïté, en fait, nous pose une question. Il y a plusieurs personnes qui ont voté pour cette question-là. Est-ce qu'il est plus difficile d'être rentable et finalement de vivre d'une activité lorsque l'entreprise est engagée? Alors, j'imagine que Emmanuel va avoir certainement quelques bribes d'informations sur le sujet, mais ça serait intéressant aussi d'avoir le retour de nos porteurs. Alors, moi, je fais partie de celles qui croient qu'on peut être engagé et être rentable. Voilà. C'est un sujet aujourd'hui qu'on essaie en tout cas de porter chez Entrepreneurs pour la planète, c'est de dire que on n'a pas à opposer en fait une entreprise engagée et une entreprise rentable. C'est des sujets qui peuvent émerger, débattre. On peut avoir ça des fois entre l'ESS, l'économie traditionnelle. Je trouve que c'est pas le lieu et l'enjeu. Par contre, comment on a envie de bien faire les choses fait que peut-être c'est plus long. Voilà. Donc sur cette partie en tout cas de questions de Maïté. C'est à cet endroit-là, je ne sais pas. C'est une question qu'on s'est amusé à se poser juste avant le démarrage du webinaire, en attendant que les gens arrivent et se connectent. On rigolait en disant, tiens, est-ce qu'une activité engagée, c'est une activité qui doit dégager de l'argent, du revenu, du chiffre d'affaires? Et je pense que Mélanie et Xavier nous diront que oui, il faut. Alors, Gwen, tu avais une réponse assez bien formulée. Alors ouais, forcément, on n'a pas aussi bien la formulé tout à l'heure. Ouais, je disais qu'effectivement, la dimension économique, elle reste importante dans une entreprise engagée tant qu'elle sert à dégager suffisamment de rentabilité pour faire vivre l'objet social de l'entreprise. C'est avant tout ça, parce que d'ailleurs, je parlais dans l'entreprise engagée, il y a aussi le fait de bien rémunérer toutes les parties prenantes, parce que notamment dans ta marque de vêtements, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Bien sûr. Forcément, quand tu veux mieux rémunérer les parties prenantes, ça peut impacter éventuellement ta marge ou alors ton coût. Donc, c'est des modèles peut-être plus longs. Mais effectivement, moi, la rentabilité économique, je la mets plutôt dans le fait de pouvoir pérenniser une structure opérationnelle, en fait. Et du coup, est-ce que c'est un frein dans le développement d'une activité? De dire, je suis une entreprise engagée, je porte des valeurs, est-ce que c'est un frein? En fait, je ne pense pas. Je pense que ça nous rapproche d'une entreprise qui est innovante.
sauf que l'innovation se décale un petit peu. Là où ça peut être un peu plus difficile, c'est que quand on parle d'innovation technique, on va rapidement avoir l'amont des parties décisionnaires d'une entreprise, alors que quand on parle d'engagement, c'est peut-être un peu plus dur à avoir, parce qu'on se décale un petit peu de territoire. Donc, dans le sens où on va aller, par exemple, Mélanie par rapport mieux que moi, mais on va y apporter une valeur qui existait déjà, sauf que c'est pas forcément le quoi ou le pourquoi qui est différent, c'est le comment on le fait qui va être différent. Et du coup, on le voit très bien, on en parlait ici des Biocop, on apporte un service parfois qui existe déjà, sauf qu'il y a une valeur supplémentaire qui n'est pas forcément liée au résultat final qu'on peut toucher, mais au processus par lequel on le fait apparaître. C'est un des cas de... Donc, parfois, c'est un peu plus difficile et parfois, c'est aussi un atout parce qu'on a besoin de trouver un écho. C'est ça que j'ai demandé. Du coup, est-ce que toi, Mélanie, tu penses que c'est un frein, un atout? Est-ce que... c'est les deux à la fois. On peut le voir comme un frein parce que ça prend plus de temps, mais je pense pas que ce soit grave que ça prenne plus de temps. Parce que justement, c'est un nouveau modèle qu'on essaie de construire qui est sur des bases qu'on voit très peu parce que c'est émergent et du coup, ça prend plus de temps pour soi déjà de le faire, de convaincre les gens. C'est plus long aussi parce qu'on part pas sur une base où on a envie de faire du profit à fond. Donc, pour aller chercher des financements, c'est peut-être plus compliqué de convaincre les gens par cet axe-là. Mais en même temps, personnellement, je considère que c'est l'avenir. Donc, ça ne me dérange pas que ça prenne du temps. Parce que je me dis qu'on peut créer quelque chose qui va ensuite servir d'exemple à d'autres structures. En fait, c'est moins rapide, mais plus résilient. Ouais. Donc, sur la durée, en fait, c'est mieux. Est-ce que quelqu'un veut nous expliquer la notion de résilience, peut-être? Parce que c'est pas toujours une notion, on l'entend souvent, ce terme-là. Est-ce que... Ce que je dirais assez simplement, vous me corrigez, c'est le fait de pouvoir aussi mieux résister aux crises et aux aléas, qu'on soit d'ailleurs une entité entreprise ou une personne. Aujourd'hui, j'échange beaucoup avec, on va dire, des financeurs derrière, où on essaie de pousser nos porteurs de projets. La question qu'on a envie de dire, c'est demain, en effet, le modèle de demain, ça sera lequel? Donc, peut-être que quand on sera en mesure de compter ce qui compte vraiment, ça va s'inverser. Et moi, en tout cas, je pousse et je crois fortement que aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas engagée aujourd'hui, c'est pas une entreprise de demain, pérenne de demain. Donc, c'est un vrai sujet. Fin 2022, aujourd'hui, ne pas faire une entreprise engagée, pour moi, c'est irresponsable. Et c'est risqué. Est-ce que ce qui est aujourd'hui un peu atypique, un peu novateur, est-ce que demain, ça ne va pas être la norme aussi, de se dire, on le voit, nous, à travers les activités qu'on a à l'ABG, on accompagne énormément de projets, et en quelques années, le curseur, il se déplace. Là où avant, on avait, oh là là, il y a un projet ultra innovant, ultra innovateur, regarde, il veut travailler avec du collectif, il veut s'associer avec des gens pour avoir une démarche environnementale plus forte. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est très courant, mais en tout cas, le curseur il se déplace et on se rend compte que c'est de plus en plus intégré à différents niveaux. Mais oui, effectivement, demain, ça risque d'être la norme. Ça va être une norme réglementaire dans certains types d'activités, mais ça risque d'être une norme assez classique dans les prochains projets qu'on va accompagner, nous, en tout cas, en structure d'accompagnement. Alors, vous n'êtes pas... Oui, je me permets, Mathieu. Nous avons deux questions, donc une pour la nef, et puis ça va renvoyer la même chose à Entrepreneurs pour la planète. C'est de savoir un petit peu, alors moi je vais généraliser les questions qui ont été posées par Christophe, c'est de savoir est-ce qu'il y a des types de structures en particulier, des secteurs d'activité en particulier que vous accompagnez plus que d'autres? Ou est-ce que c'est vrai? Oui. Allez Gwen, c'est parti. Oui, par définition, parce qu'on a des critères d'entrée. Donc, nous, on est très sur la filière environnementale, très sur la filière sociale. Donc, pour moi, c'est difficile de répondre à cette question. Oui, par définition, parce que la nef s'est positionnée sur certaines typologies de projets. Donc, forcément. Alors, est-ce qu'il y a des projets que vous n'accompagnez pas à la nef? Est-ce qu'il y a des choses? La question de Christophe, c'était notamment par rapport au tiers-lieu. Lieu hybride, lieu intermédiaire. Alors, c'est peut-être pas de l'habitation, mais plutôt des tiers-lieux. Oui. Christophe précise la question, mais sur... Ce que je pourrais répondre éventuellement, c'est qu'on a une approche des projets coopératifs où effectivement, nous, la notion de collectif derrière un projet est quelque chose qu'on analyse plutôt positivement. Mais une approche particulière d'accompagnement, non, ça reste un projet qu'on va financer. Je dirais que là où on est agile à la nef, c'est qu'on est précurseur depuis 35 ans sur des projets d'innovation sociale ou environnementale. Donc quand il y a des choses qui arrivent, qui sont des modèles un peu émergents, on est moins froissé que les autres à les analyser parce que c'est dans notre ADN que d'accueillir des projets comme ça.
Ça rejoint un peu la question tout à l'heure je cherche la question, mais Je me permets une petite précision. Du coup, il n'y a pas forcément d'activité en particulier qui serait rejetée. C'est plus l'analyse en fait qui est derrière le projet ou le secteur d'activité ou le produit lui-même. Alors, on a des secteurs d'activité qui sont exclus, l'extraction pétrolière. J'ai une liste, mais je vais pas vous la faire. Après, non, effectivement, tout à l'heure, la définition d'entreprise engagée que je vous ai lue, elle est dans notre politique risque de crédit. Donc, moi, c'est mon premier spectre d'analyse, c'est de regarder parmi les 3 critères que j'ai analysés si l'entreprise répond à cela. Mais effectivement, à la base, on est ouvert à étudier tout type de projet. Après, on passe ça au tamis et on décide. Il n'y a pas de statut type? Pas de statut type, non. Pas d'entrée par le statut, effectivement. Non. Et toi, Emmanuel? Alors nous, l'accompagnement, c'est de cartographier les porteurs de projets à impact, donc de donner de la visibilité à toutes les solutions qui sont impact. Aujourd'hui, à partir du moment où tu l'as dans ta raison d'être, tu peux rentrer chez Entrepreneurs pour la planète et bénéficier de mentors, de visibilité, de mise en relation. C'est un vrai sujet aujourd'hui sur lequel on est questionné. À titre de la même façon, même en tant qu'asso d'intérêt général, tu dis, plein de porteurs de projets à impact, est-ce qu'ils sont tous réellement à impact? C'est quoi derrière? Donc, on est tous poussés, même dans des structures comme ça, à aller réfléchir ce vers quoi ça nous amène. Donc, sur des mesures peut-être qui vont aller un peu plus loin sur les externalités négatives ou positives, ça peut être des choses qu'on va mettre en avant. Mais aujourd'hui, tous les secteurs dont les tiers-lieux sont, à partir du moment où ils ont de mettre en avant ces sujets-là, sont poussés chez Entrepreneurs pour la planète. Si je résume, par exemple, un tiers-lieu à Aurorène, à côté de la gare, qui accueille juste du coworker en mode un peu business classique, où il n'y a pas de valeur particulière, c'est pas forcément ce type de tiers-lieu que vous souhaitez accompagner. Par contre, le même espace, en tout cas situé au même endroit, mais avec des valeurs peut-être de partage ou avec un modèle économique qui va peut-être favoriser les échanges avec les habitants du quartier, avec les commerçants du coin. Là, déjà, on est sur un curseur qui est un peu différent et qui rentre peut-être un peu plus dans votre champ que le coworking classique qu'on peut avoir dans ce genre de territoire. Nous, on va y rajouter même la notion d'impact, donc peut-être le tiers-lieu qui est plus à la campagne, dans lequel tu as des expériences, où tu vas être lié quelle animation tu mets dans le lieu, quelle valeur tu défends aussi. Un en centre-ville, mais dans lequel tu vas pousser des sujets, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il faut avoir, de circularité. Agriculture urbaine, etc. C'est partage, coopération. C'est vraiment cette notion-là. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau vocabulaire aussi qui se crée? On parle d'entreprise engagée. Est-ce que toi, Mélanie ou Xavier, quand vous avez démarré, vous avez dit tiens, je vais créer une entreprise engagée, je vais faire de la RSE, vous êtes dans l'économie circulaire, ou bien c'est des mots que vous êtes en train d'apprendre petit à petit en développant l'activité? Ou même vous, Gwen et Emmanuel, est-ce qu'il n'y a pas tout un nouveau champ lexical qui est en train d'émerger, qui n'est pas si facile que ça à maîtriser en plus? Elle est compliquée la question, Xavier. Non. Allez, Xavier. Ouais, vas-y, adresse-moi. J'ai choisi. Mais en fait, non, c'est vrai que c'est pas des mots qui guidaient au départ. C'est des mots dont j'étais familier parce que ça fait un moment que je suis dans ce domaine-là. Par contre, je me suis pas dit, hey, je vais faire de la RSE. J'ai dit, non, j'ai un projet qui développe qui me plaît et chance, il se trouve que ça rentre dans le cadre de la RSE et qu'il y a un certain nombre de formats auxquels, grâce à ça, j'ai accès. Ok. Et toi, Mélanie? Moi, au début, quand j'ai créé Aldous, j'avais vraiment le mot circulaire en tête parce que ça représentait bien ce que je faisais, parce que j'utilise des matières de seconde main pour créer des nouveaux vêtements. Donc, il y avait vraiment cette notion de circularité. Et après, ça s'est greffé au fur et à mesure de se dire que oui, effectivement, c'est éthique parce que ça pollue beaucoup, beaucoup moins. C'est social parce que je travaille avec un ESAT. Enfin, il y a tout ça qui s'est greffé au fur et à mesure de l'évolution d'Aldous. Est-ce qu'on a besoin de connaître tout ce vocabulaire pour créer une activité engagée? Non, je pense qu'ils viennent de le dire simplement. En fait, ils ont mis leur valeur et après, c'est des espèces de labels qui sont venus rattacher certaines typologies d'activités et se les incorporer. Mais... J'ai préparé des questions en amont du webinaire et je ne vais pas toutes les poser, mais il y en avait des très techniques et je les ai envoyées à nos invités. Et je sais que certains, je crois qu'ils sont même allés réviser certains termes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un écosystème assez nouveau, assez récent, avec ses codes, avec son vocabulaire. Il y a plein de sources aujourd'hui en ligne, si vous voulez aller creuser un peu, mais c'est vrai que le mot RSE, on l'entend souvent, le mot transition, il est aussi assez régulier aujourd'hui dans les discours, qu'ils soient politiques, économiques ou autres. En tout cas, c'est un terme qui est là, présent aujourd'hui. Et puis l'entreprise engagée, j'ai l'impression que c'est un peu le terme générique
qui regroupe un peu tous ces termes-là, tout ce vocabulaire. Impact. Donc, l'entreprise à impact, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore trop dit, le mot impact, mais c'est vrai que ça revient aussi souvent. Le mot transition également, il est assez présent. Donc voilà. J'avais juste, je voulais faire pas une petite aparté, mais revenir sur Mélanie, parce que quand tu as décrit un peu l'économie circulaire là à l'instant, est-ce que tu peux juste nous expliquer d'où ça vient, Aldous? Parce que je pense que les gens n'ont peut-être pas tous la référence. En tout cas, autour de la table, je suis sûr que certains n'ont pas. Aldous, ça vient de l'écrivain Aldous Huxley, qui a écrit Le meilleur des mondes dans les années 30. Il me semble que c'était 1929, un truc comme ça. Et qui est une dystopie sur le futur et qui parle de la surconsommation, qui déjà à son époque est assez exceptionnelle parce que c'était il y a 100 ans. Et notamment, il avait une approche du vêtement qui était très intéressante parce que c'était les protagonistes dans le livre, ils utilisent les vêtements, il faut qu'ils ne les portent qu'une fois, ils sont dans des matières qui se déchirent très rapidement et tout ça pour renouveler constamment leur garde-robe. Et ce qui nous fait penser aujourd'hui à ce qu'on se voit. Hein. Et donc, je trouvais ça intéressant, la notion du vêtement qu'il avait déjà à l'époque. Et Aldous est un prénom que je trouvais très beau. Donc, ça a coulé de source quand j'ai créé la marque, de l'appeler comme ça. Donc, ça regroupe vraiment, ça synthétise un peu toutes les valeurs voilà, que tu peux porter au sein de ton activité. Et Xavier, Cœur et Canopée? À la base, on s'appelait Cœur Forestier. Et j'aimais beaucoup ce nom, sauf qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas le garder, donc on a dû changer. Et ça a été une occasion de mettre sur le même plan la partie végétale, donc on plante des microforêts, c'est la partie canopée, et la partie humaine, puisqu'on fait de façon participative, donc c'est la partie cœur. Et c'est tout simple, mais je réfléchissais à mettre un « et » entre cœur et puis quelque chose. Et quand je tombais sur cœur et canopée, en fait, j'ai beaucoup aimé le son que ça faisait, cœur et canopée. Ça me plaisait beaucoup, du coup. Et tu peux nous expliquer en quelques mots concrètement c'est quoi une microforêt Alors, on crée des microforêts en suivant une méthode qui est bio-inspirée. C'est-à-dire qu'on va comprendre ce que la nature mettrait en place naturellement, c'est qu'elle doit le dire, au terme d'une évolution de 200 à 300 ans. On retrouve ces essences et ces essences sont intéressantes parce qu'elles sont très résilientes, justement. Elles sont faites pour grandir ensemble. Elles échangent beaucoup de choses, donc elles ont une très bonne croissance. Et on les remet là où la nature n'a pas la capacité de les faire revenir toutes seules, c'est-à-dire en ville. On fait des plantations qui sont très denses, donc on invite les gens à nous accompagner pour planter. Et c'est comme ça qu'on a des plantations participatives de micro-forêts qui deviennent autonomes en eau et en entretien, en ville. Ok. Il y a une question de Martin. Oui, je voulais en parler. Merci Mathieu. Alors, je suis désolée Martin, je n'ai pas pu répondre en direct. J'ai fait une petite erreur de manipulation, donc toutes mes excuses. Mais j'en profite du coup pour reprendre cette question pour nos différents invités. En fait, c'est vrai qu'il est pas forcément évident quand on va présenter son projet. Soit à des partenaires, soit aussi au grand public, de pouvoir expliquer un petit peu quelles sont les propositions de valeur, quelles sont les formes d'engagement qu'on veut transmettre par son entreprise. Est-ce que vous auriez des conseils ou des manières de formuler les choses, y compris dans la dimension humaine, quand on doit appliquer d'autres parties prenantes dans son projet? Quels conseils est-ce que vous auriez sur la présentation du projet? Je comprends pas. La question n'est pas si facile que ça. Je ne sais pas si Martin voulait la reformuler ou... En fait, j'ai vraiment qu'il dit que accompagner une personne qui est en reconversion, c'est une forme de projet engagé. C'est ça. Alors, dans l'engagement, on ne parle pas que d'environnement. Peut-être qu'on a trop axé sur l'environnement depuis tout à l'heure, mais on parle aussi beaucoup d'hommes, d'inclusion, pourquoi pas d'insertion. Donc, je pense que tout ça rentre dans le spectre aussi de l'engagement. Il y a ce côté remise en question, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, entre Mélanie, tu l'as bien expliqué sur le fait que tu avais une carrière pro où tu ne t'y retrouvais pas. Donc, il y a aussi ce besoin de reconversion, en tout cas de changement professionnel. Alors, j'espère que c'est ça, Martin, dont vous voulez nous parler. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est assez porteur dans en tout cas, peut-être Gwen et Emmanuel, les gens que vous rencontrez, est-ce que c'est des gens qui ont fait un virage à, j'allais dire 360, mais non, à 180 360 ans, une surplace. Mais est-ce qu'il y a des gens comme ça? Est-ce que c'est la majorité? Est-ce que c'est des profils comme Xavier je sais qu'on en parle souvent avec les étudiants qui arrivés à la fin de leurs études, se posent des questions de savoir est-ce que je veux vraiment m'engager, est-ce que je veux bosser pendant 20 ans dans un grand service marketing pour vendre le plus possible de vêtements pour que les gens, un peu comme dans le livre dont nous a décrit Mélanie, ou bien est-ce qu'il y a vraiment... c'est quoi le profil des indépendants que vous rencontrez aujourd'hui? La valeur bien-être au travail, elle est quand même de plus en plus importante. Là, il parle de la proposition de valeur repose sur la dimension humaine. Donc, la proposition de valeur, c'est ce que aussi défend l'entreprise dans son objet social. Donc, est-ce que l'homme est au centre de cette proposition de valeur?
je dirais que c'est pas non plus 100% des projets qu'on accompagne, mais ça le devient de plus en plus parce que bon, déjà on a compris que pour avoir des équipes fortes, fidèles et avec un engagement, il faut pouvoir les fidéliser et les inclure dans ce qu'on porte en tant qu'envie dans l'entreprise. Donc ouais, c'est de plus en plus le cas. Après, c'est pas non plus effectivement l'axe qu'on voit. Moi, vraiment, dans les porteurs de projets, quand c'est une reconversion, c'est souvent je portais des valeurs là à l'intérieur, je suis arrivée dans un modèle où je suis en rupture et je viens vraiment, oui, c'est quasiment du 180 degrés. Mais il y a aussi des porteurs de projets où ils portent ça depuis tout petit et ça n'a été qu'un sens et ça ne fait que pousser parce qu'aujourd'hui, il y a un environnement qui donne écho à ça et c'est plus des marginaux. Maintenant, sur la question qui était posée, moi, j'ai eu l'impression de lire que c'était quelqu'un qui aujourd'hui, Martin, lui, accompagne les reconversions professionnelles et qu'il dit pourquoi moi, je ne pourrais pas dire que je suis aussi une entreprise engagée alors que je fais de la reconversion. J'ai pas vraiment une réponse à ça. En effet, on est sur l'humain. Est-ce que pour autant, on est sur une entreprise engagée? Là, je pense que pour le coup, on vient sur le fait qu'il est engagé dans son projet. Et ça, c'est le plus important pour Martin. Je pense que si c'est quelque chose qui vous parle, c'est votre engagement et du coup, vous pouvez en parler. Après, est-ce que ce sera reconnu comme une entreprise engagée dans le sens développement humain, etc. Moi, je pense que oui, mais je ne suis pas sûr que tout le monde le fera. Mais l'important, c'est que vous soyez engagé dans votre projet. En tout cas, merci Manuel, parce que je comprends beaucoup mieux la question sous cet axe-là. Et c'est vrai que Mélanie, oui, personnellement, j'ai fait une partie de ma production avec un ESAT, donc un atelier qui fait de l'insertion pour des personnes en situation de handicap. Je considère que c'est de l'engagement. De base, je considère Aldous comme une entreprise engagée, mais avec ça encore plus parce que ils ont accès à l'apprentissage de la fabrication de vêtements, alors qu'avant, ils faisaient des tote bags ou des cotons démaquillés, donc exclusivement des rectangles. Là, on a fabriqué des chemises ensemble, donc c'est des toutes petites productions qui sont étalées dans le temps, parce que c'est un rythme d'apprentissage. Mais je trouve que ça renforce encore plus les valeurs d'Aldous de travailler comme ça avec eux. Donc oui, je pense qu'on est une entreprise engagée si on peut s'axer sur... de toute façon, on est bien d'accord que le terme engagé, il n'y a rien. Et Julia n'est pas déposé derrière. Il appartient à qui souhaite l'utiliser. Après, Martin, très clairement, je pense que si vous accompagnez des gens, que vous allez les aider à se reposer des questions, en tout cas à se repositionner sur leur projet professionnel. Et si le résultat, c'est pour ces personnes qu'elles se sentent mieux, quelque part, oui, vous êtes une entreprise engagée et vous aidez, on va dire, ces personnes-là à trouver un emploi ou en tout cas un projet professionnel dans lequel ils sont plus épanouis. Donc, je rejoins Xavier, ça me paraît assez engagé comme projet. Après, c'est toute la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Ça veut dire quoi une entreprise engagée? C'est quoi une entreprise qui évolue dans la RSE? On parle beaucoup de ces termes-là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des labels, par exemple, qui existent pour montrer qu'on est une entreprise engagée? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a des labels, des normes? Alors, je ne sais pas si Xavier et Mélanie les connaissent, mais peut-être que Gwen ou... Ça dépend des filières. En fait, il y a un label par filière ou 10 labels par filière. Il y en a plein. Sur le social, il y a déjà des organismes, on parlait des AT, mais il y a des entreprises d'insertion, des chantiers d'insertion. Il y a beaucoup de choses qui se font autour de l'accompagnement humain. Dans la finance solidaire, on a des labels. Il y a des... Le numérique responsable, qui est un label, les US, un label ESUS, qui est pour les entreprises sociales et solidaires. On en parlait à l'instant. On en parlait encore. Il y a des organismes de notation. Tout à l'heure, on parlait de critères. Aujourd'hui, la tendance, c'est de se dire est-ce qu'on met un scoring ou pas un scoring. Donc, il y a de plus en plus d'agences qui se placent sur secteur on va aller scorer les entreprises sur leur... Je pose la question parce que souvent, on parlait de Biocop tout à l'heure. Un produit bio, il y a un label. Le consommateur, quand il achète un produit, il se dit il y a un cahier des charges derrière, il y a des choses qui sont respectées. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises... est-ce qu'on risque pas de s'y perdre avec tous ces différents labels s'il y en a par comment on peut faire pour donner confiance demain à des clients? Xavier, Mélanie, comment vous apportez un peu cette confiance auprès de vos clients? Est-ce qu'ils sont en demande de ça ou pas du tout Dans la mode, c'est comment dire, pas compliqué, mais c'est il y a tellement de tout et il y a des très intéressants, mais il y a aussi beaucoup de n'importe quoi. Et il y a beaucoup de greenwashing. Donc les labels, si on s'y intéresse pas et si on va pas voir un peu ce que ça veut dire, ça sert à rien, je trouve. Si en tant que consommateur, on va pas voir ce que c'est que le label,
toutes les marques peuvent en avoir un. Pour moi, ça manque de sens, sauf bien sûr les plus connus. Après, moi personnellement, je m'en suis pas occupée pour l'instant. Peut-être que je le ferai un jour. Je trouve que ça passe plus par la transparence de ma communication et par dire d'où viennent mes produits et par qui ils sont faits et comment, pouvoir retracer toute la chaîne de production. Donc, je pense que ça passe plus par là et quand je grandirai, peut-être, on verra pour un label. Mais dans la mode, il y a trop de trucs, je pense, pour l'instant. Et toi, Xavier? C'est une question qui est touffue parce qu'on sent qu'avec un label, ça donne confiance. J'aimerais dire que je suis une entreprise, par exemple, Bicorp ou ce genre de choses, ça me ferait très plaisir. Et concrètement, j'ai pas le temps. Donc l'affaire pour moi, comment est-ce que je transmets mes valeurs? En fait, c'est par la rencontre. Et en fait, vous parlez d'une personne qui cherche un appartement en ce moment, donc qui est bloquée par les dossiers, alors qu'une rencontre pourrait faciliter plein de choses. Et du coup, c'est pareil dans le business. Je pense que je n'aime pas passer plein de temps à faire ma publicité sur LinkedIn. Je trouve que c'est nécessaire, mais c'est pas ce que j'aime faire. J'adore rencontrer une personne, lui expliquer ce que je fais, entendre ce dont elle a besoin, ce qu'elle espère, et voir si on a quelque chose à faire ensemble. Et au pire, on n'a rien à faire ensemble, mais on a passé un très bon moment. On a peut-être trouvé des choses qui vont arriver un jour. Donc, voilà, moi, je suis plus dans l'approche face à face que dans l'approche label pour l'instant. Puis quand on aura grandi, on verra. C'est ça. Quand tu as dit quelque chose que j'adore, moi, c'est transparence, en fait. Oui, voilà. Déjà, si tout le monde avait une activité un peu plus transparente sur tes process, sur tes coûts matières, sur tout ça, déjà, finalement, la question de label est un peu moins... C'est ça. Je considère que j'en ai pas besoin tant que tout est clair à côté et je peux répondre à toutes les questions qu'on me pose sans rougir. Donc, tout va bien. Et quand on porte un projet, parce que je pense que c'est une bonne partie du public là aujourd'hui qui nous écoute, qui sont plutôt des porteurs ou des porteuses de projets, est-ce que c'est pas justement un élément très différenciant quand on va commencer à y mettre de la transparence dans son modèle économique? Est-ce qu'on va pas pouvoir, sur des marchés qui peuvent être des fois un peu saturés en termes de concurrence, est-ce que c'est pas un élément aussi pour se démarquer? Moi, je commence là-dessus, mais j'avais commencé par faire des devis hyper transparents, où j'expliquais ligne par ligne où allait l'argent de la personne qui achetait une prestation. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plus bloquant qu'autre chose. Et aujourd'hui, je me rends compte que la transparence qui est importante, en fait, moi, je l'ai placée au niveau du devis et de l'utilisation de l'argent. Et en fait, je me rends compte que les gens sont 1000 fois plus intéressés par la façon dont on va travailler. Et quelque part, l'argent, oui, est important, hein, c'est un nerf de la guerre, mais par contre, cette transparence, ils ont besoin de comprendre ce qu'on fait, de comprendre comment on le fait, et c'est vraiment, on revient au niveau du sens, hein, de retrouver le pourquoi est-ce qu'on va faire ça de cette façon-ci, et c'est cette transparence-là dans l'activité, en tout cas, qui parle énormément aux gens. Je voulais juste vous partager, bien vas-y Manuel, si tu voulais compléter, je vais vous partager le site internet d'Al12 de Mélanie pour vous montrer un peu comment elle met en avant, il n'y a pas de label sur le site. Non. En tout cas pas encore, mais une autre manière d'aller montrer son engagement auprès de ses clients, de ses prospects, de ses partenaires. Donc je vais essayer pas de retrouver le site parce que je l'ai, mais juste de vous partager, si je trouve le petit truc pour le partager. Donc comme ça, vous allez pouvoir aussi voir le travail de Mélanie. Et si j'essaie de descendre là, ça sera mieux. Donc Mélanie, tu peux nous dire un peu, là je suis sur l'onglet le concept. Donc vous avez la page d'accueil, hein, vous avez le concept juste à côté. Donc le qui sommes-nous, et puis en fait Mélanie, elle est venue mettre là toutes les valeurs. Il y a vraiment tout qui est décrit dans cette partie-là. On va pas la lire ensemble, hein, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller regarder son site. Et vous avez vraiment toutes les solutions, les prix de vente, qu'est-ce que c'est la fast fashion, voilà. Donc il y a pas mal d'éléments qui sont décrits. Concernant Xavier, alors là Xavier, on a du contenu aussi. Et quand on regarde qui sommes-nous, on retrouve pareil, il n'y a pas de label, il n'y a pas Bicorp. Alors Bicorp, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est allez Emmanuel, en une phrase, Bicorp, qu'est-ce que c'est? Interrogation. J'ai pas bien écouté ma dernière masterclass sur Bicorp. C'est une sorte de label, Bicorp. C'est un label américain. C'est le ESUS américain. Et c'est intéressant parce que, en tout cas, les témoignages de ceux qui le remplissent, il y a plein de questions qui sont des questions qu'aux États-Unis tu oses poser. En France, on n'a pas le droit de poser. Donc, en fait, tu y réponds pas parce que tu n'as pas le droit sur notamment les compositions de tes équipes, de tout ça, de comment c'est réparti. Voilà. Tu perds des points.
Donc, qu'est-ce que c'est un label derrière? Enfin, voilà, oui. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de label sur le site non plus de Xavier, mais c'est pas grave, c'est même mieux parfois. Et du coup, il y a toutes ces valeurs, nos valeurs. Donc, il y a vraiment une description des valeurs de Xavier, de l'entreprise Cœur et Canopée. Donc, je vous invite pareil à les regarder. Il y a vraiment quelque chose d'assez descriptif, en tout cas assez intéressant à creuser sur les valeurs de Cœur et Canopée. Du coup, je suis troublé là. Donc voilà un peu pour les deux sites de nos compagnies. La Nef aussi peut-être. Ouais, moi, juste pour rebondir rapidement, nous, la Nef, on est agréé-zus, mais c'est quelque chose sur lequel on communique même pas, en fait. Alors, est-ce qu'on va le retrouver? On va peut-être même pas le voir avant la fin. Voilà. Alors, si, c'est ça que je voulais dire. Si, parce à que droite, à gauche, pardon, tu as le logo le ESUS. petit logo. Ok. Voilà. Mais c'est pas quelque chose que moi je mets forcément en avant, parce que c'est dans notre ADN depuis 35 ans de faire ce métier-là. Et les labels sont arrivés ensuite. Donc, on a été en chercher un, je pense, parce que bon, il fallait à un moment donné peut-être rentrer dans Par les contre, cases. on aurait pu imaginer, alors c'est pas le cas de Mélanie, mais je sais que Xavier, donc Cœur Canopée, est adhérent à Entrepreneurs pour la planète. Oui. En tout cas, je sais pas si on dit adhérent, porteur de projet. Donc, on aurait pu retrouver, peut-être qu'il y est, le petit logo de il y est dans la page d'accueil. la page d'accueil. Hop. Je crois ou même sur toutes les pages en carousel, mais pas l'accueil, je suis sûr. Alors, si tu descends, tu vas Donc, avoir nos Tout partenaires. ça pour vous dire que vous pouvez aussi mettre en avant votre engagement à travers les partenariats que vous avez avec certaines structures. Ça peut être des structures associatives, des structures d'accompagnement. Si vous avez des labels, il faut les mettre en avant. Si vous avez des valeurs, il faut en parler. Et il ne faut pas juste mettre des valeurs parce que vous dites, tiens, c'est dans l'air du temps, il faut mettre des valeurs. Il faut mettre des valeurs dans lesquelles vous êtes pleinement investi. Et puis, alors, on le trouve Voilà. là. Donc, Alors, si tu te fais circuler, tu devrais même avoir donc, il y a un petit carrousel. Donc, on voit les différents partenaires et voilà, il est là, Entrepreneurs pour la planète. Donc, il l'a bien mis. Bien sûr. Et tu dois avoir BGE aussi, je pense, où il y a BPI. Bon, en tout cas, c'est une manière au-delà des labels ou des normes qui peuvent exister, de mettre en avant aussi que vous êtes engagé, mais en plus, voilà un peu les actions que vous menez à côté. On aurait pu aussi avoir peut-être des actions autres que liées à l'entrepreneuriat. Moi, j'ai déjà vu des entreprises qui mettent un peu les actions dans lesquelles ils sont bénévoles. En plus de leur engagement au sein de leur entreprise, de l'objet social de l'entreprise, ils accordent aussi du temps bénévole pour des structures sociales ou d'autres activités. Donc, il y a aussi plein de manières d'aller mettre en avant son engagement sous forme de label ou pas. Alors, une dernière question pas une dernière, mais une autre question de Ronan. Est-il possible aujourd'hui de créer des produits sur le territoire français à des prix accessibles et pas seulement destinés à une élite? Ça, c'est la grosse question. Est-ce qu'on peut créer des produits manufacturés, j'imagine, à un prix alors, un prix accessible, c'est relatif. Prix accessible. La définition de prix accessible. Je pense que dans mon cas, du coup, c'est celui que je connais bien, pour le vêtement, on n'a pas la bonne notion de ce que c'est le prix d'un vêtement. Payer un t-shirt 3 €, c'est pas payer un vrai t-shirt. Du coup, je pense que il faut. Alors, il y a une question de marge, bien sûr. Il ne faut pas faire des marges astronomiques. Il faut pouvoir en vivre quand même. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre un prix qui est accessible, mais qui est aussi réaliste. Donc, ça veut dire aussi rééduquer un peu les gens sur ce que c'est que la consommation, notamment du vêtement dans mon cas, je pense. Et du cycle de vie du produit aussi. Exactement. Ça fait partie de mes petits combats, mais d'instruire les gens sur comment prendre soin de leurs vêtements et qu'on peut les réparer. On peut enlever des tâches. C'est sûr que si on achète un t-shirt 3 € mais qu'on en achète un toutes les semaines, il vaut peut-être mieux acheter un t-shirt 30 ou 40 € qui va durer Exactement. Il y a ça beaucoup plus longtemps et on n'a pas besoin d'aller en acheter un toutes les semaines. C'est le prix à l'usage, en fait. On a la notion de prix d'achat, alors que c'est le prix sur le cycle de vie, le prix de chaque unité d'utilisation de ce bien. L'entretien après qu'on en fait derrière. Il y a vraiment tout un cercle à revoir là-dessus, pour la durée de vie du produit. Après, je pense que la difficulté, c'est qu'un t-shirt à 3 €, il ne va pas juste durer une semaine. Et c'est là qu'il y a un vrai combat, c'est que le t-shirt à 3 €, il peut te durer 3 ans aussi. Et c'est là qu'il y a un problème. Si c'était aussi blanc et noir, ce serait facile. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on apporte une valeur qui n'est pas encore forcément perçue comme différenciante par tout le monde. Oui, c'est que tout le monde n'est pas prêt à payer 30 € pour un t-shirt, même s'il est fait en France. C'est pas mon cas avec mon activité, mais une amie qui faisait des sacs durables, elle a eu énormément de mal à faire produire en France ces sacs parce qu'il n'y avait plus le savoir-faire. Et quand elle l'avait trouvé, c'était trop cher. Et en fait, vous parlez d'éducation, puis Emmanuel, tu hochais la tête, c'est vraiment ça. Est-ce que nous, et parce qu'on est aussi consommateurs, est-ce que nous, on est prêts
à payer plus cher pour aller à la Biocoop. Et en fait, si on porte ces valeurs loin, bah, ça demande des engagements assez loin aussi. C'est vrai que là, on parle aujourd'hui, vous avez 2 TPE là, qui sont nos témoins, mais les transitions, les entreprises engagées, elles doivent aussi, et j'imagine qu'elles concernent aussi l'industrie, l'agroalimentaire, et que c'est tout un écosystème qui est en train, entre guillemets, de transiter, ou en tout cas d'évoluer pour que demain, Mélanie, quand elle a besoin de tissu made in France, bah, ça soit accessible à un prix effectivement qui soit convenable et qui permet de concevoir des vêtements demain qui sont dans des prix entre guillemets raisonnables, tout en restant sur des notions assez relatives. Il y avait une question, je remonte un peu en arrière, sur Maïté qui me demande les écueils à éviter. Vous savez, le fameux greenwashing, en tout cas, la question exacte, c'est y a-t-il des écueils à éviter pour éviter que le public ou les décideurs pensent que l'engagement est juste une stratégie marketing, juste des mots. En gros, comment on fait pour pas passer pour quelqu'un qui fait du greenwashing ou du social washing quand on porte une entreprise engagée? J'ai envie de dire, si on communique sur ce qu'on fait vraiment, c'est pas du greenwashing. Je crois qu'aujourd'hui, ce que disent en tout cas les générations qui portent ces sujets-là très fort et qui sanctionnent les entreprises et qui ont des problèmes de recrutement aujourd'hui, dans le greenwashing, ils disent osez dire ce que vous faites bien, mais n'allez pas communiquer sur des choses que vous faites alors que vous les faites pas. Osez dire ce que vous faites pas aussi. Et je crois que on est à le mot de transparence derrière. Oui, complètement. Voilà. Il y a Grain de Sel, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas s'ils l'ont encore mis en place, mais il me paraît qu'ils vont mettre sur leur tablette le pourcentage du paquet qui n'est pas du tout recyclable. Donc, c'est pas on va recycler 95% du paquet, c'est 5% du paquet n'est pas recyclable. Pour des raisons souvent techniques liées à l'hygiène, notamment des tablettes. Et excuse-moi, je t'ai coupé, vous avez coupé. En fait, sur le fait d'être crédible, je pense que c'est là qu'on rejoint le côté engagement ou le fait de faire quelque chose qui nous parle vraiment. On a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui cherchent à se rassurer pour être crédibles, par exemple en achetant des crédits carbone, pour dire voilà, on fait pas de greenwashing, on a du crédit carbone, etc. Et en fait, on est face à des gens qui sentent qu'ils doivent montrer page blanche, mais ils savent pas encore. Et la vérité, c'est que les outils qui permettent de mesurer si on fait bien ce qu'il faut sont pas vraiment en place. Et c'est pour ça qu'on revient à ce que je disais un petit peu, en tout cas, je trouve tout à l'heure, à savoir si vous sentez que ce qui est fait, même si c'est pas mesuré, même s'il n'y a pas de label, si vous sentez que c'est une chose qui va dans le sens que vous souhaitez, allez-y. Moi, c'est vraiment ça la chose fondamentale où on a besoin en fait de se dire au-delà des labels, au-delà des mesures, je ne suis pas sûr à 100%, je ne peux pas avoir de garantie que c'est bon. Est-ce que moi, ça correspond à ce que je veux? Je ne sais pas s'il y a une dernière question, on va arriver à la toute fin, il nous reste 5 minutes. Il y a une question que je voulais faire remonter, puisque voilà, il y a toutes sortes d'entreprises engagées. Et quelle est un petit peu l'approche marketing qu'on doit avoir par rapport à une entreprise engagée? Est-ce que c'est nécessaire de passer par du marketing forcément pour promouvoir son entreprise engagée? Si on enlève le mot engagé, c'est la même question. Est-ce qu'il faut passer par du marketing pour promouvoir son entreprise? Est-ce qu'il faut communiquer pour vendre ses produits et ses services? Est-ce qu'il faut toujours dire qu'on est vert ou engagé, justement? Enfin, moi, je me dis que le meilleur moyen de se placer aussi sur le marché, c'est bien d'être une entreprise engagée. Je considère que je suis, mais je ne le rabats pas non plus à chaque fois parce qu'au final, c'est pas ce que je vends. Enfin, ce que je vends à la fin, c'est des vêtements qui sont éthiques, certes, mais je veux toucher aussi les gens qui se sentent moins, qui sont moins sensibles au fait d'être une entreprise engagée, qui pourraient être limite rebutées par ça, en n'en faisant pas que me faire de lance dans ma communication. Donc, je pense qu'on arrive à amener d'autres gens là-dedans en ne faisant pas que de la communication via l'engagement. Xavier, tu partages ou oui, moi je comprends tout à fait le point de Mélanie qui dit en fait oui on est engagé, mais c'est pas ça non plus qui fait l'essentiel de ce qu'on fait. C'est un des aspects, mais c'est d'abord quelque chose qui te plaît. Toi, je pense que tu aimes la mode, c'est quelque chose qui te fait vivre. De mon côté, je communique, je pense, mal sur les réseaux sociaux. Je pense que je pourrais communiquer beaucoup plus et beaucoup mieux, et en même temps, j'y dédie le temps que je me sens prêt à lui accorder. Donc, du coup, c'est cohérent avec moi. Il y a une entreprise, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a fait un post à la création. Bonjour, nous sommes créés aujourd'hui et ceci est le seul poste que vous verrez jamais de notre vie. Et ils ont eu plein de gens grâce à ça. Et je trouve ça excellent comme idée. Parce que c'est justement faire un pied de nez un peu au système et se dire on va être différemment. Mais je ne l'ai pas encore fait. J'adore une phrase. Et puis alors, en termes de conclusion, je vous fais juste défiler des photos de, si j'arrive. J'y arrive pas, j'en ai qu'une. Ah si.
des photos de chantier de Xavier, je ne sais pas comment tu as de plantation, de chantier. Là, c'est entretien, là, c'est une plantation. Et juste en les laissant défiler, en termes de conclusion, j'ai une phrase que j'adore, que j'utilise peut-être un peu trop, j'en use et j'en abuse, mais c'est aujourd'hui, le statut ne fait pas la vertu. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une entreprise qui ne se revendique pas du tout dans ce côté entreprise engagée ou RSE ou autre, mais qui a pourtant un comportement qui l'est complètement et qui ne va pas communiquer dessus, qui ne va pas en faire un fer de lance marketing en communication. Et puis à l'inverse, des fois, vous avez ce qu'on parlait tout à l'heure de greenwashing, social washing, d'entreprises qui se disent très vertueuses et très engagées, qui, quand on creuse, ne le sont pas forcément, en tout cas ne le sont pas dans tous les champs que peut composer, par exemple, la RSE ou le développement durable. Donc, ils vont être très vertueux dans un champ, mais assez non vertueux dans un autre. En tout cas, voilà. Si vous voulez planter des forêts, contactez Xavier. Si vous voulez acheter des super fringues, contactez Mélanie. Et puis, si vous avez besoin de financement bancaire, il y a Gwen également. Et puis, bien évidemment, si vous voulez adhérer à un super réseau, on peut que vous conseiller d'appeler Emmanuel. Et j'avais prévu, mais vous les recevez normalement, alors je m'embrouille avec tous mes écrans de partage, mais vous en recevrez normalement à la fin du webinaire 2 petites slides où dedans, vous avez les coordonnées mail et site internet de nos 4 invités d'aujourd'hui. Et sauf si vraiment il y a une dernière question, sinon, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous et à toutes. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.